Docteur Mahmoudi, docteur Saïd Mahmoudi, président directeur général de l'hôpital Shahid Mahmoudi de Tizi Ouzou. Je suis médecin spécialiste en imagerie médicale. Je suis né en novembre 60. J'ai aujourd'hui 65 ans. Dans quelques jours, j'aurai 65 ans. Euh, donc, euh, je suis issu d'une famille un peu particulière, d'ailleurs comme toutes les familles algériennes de l'époque. Je suis né orphelin. Mon père est mort pendant que j'étais un embryon dans le ventre de ma mère. C'était il y a quelques semaines. Donc, j'ai jamais connu mon père, il m'a jamais connu. D'ailleurs, je porte son prénom. Lui il s'appelle Saïd, moi je m'appelle Saïd. Mon père était dans le maquis, donc il est décédé en 1960 dans un accrochage avec l'armée française. Pour parler un peu de l'histoire de ma famille, c'est un peu compliqué. C'est une famille qui était très riche et aisée avant la guerre, avant 54. J'ai un grand-père qui était au PPA, donc il a été déjà emprisonné en 48, en 42-48. Donc il y a des documents de presse qui attestent son engagement avec Karim Belkacem avant 54, dans les années déjà 47. Il était au PPA. Ils l'ont accusé d'être un juge de hors-la-loi, comme un chef propagandiste. Il a été, lui, exécuté en 57. Il a été exécuté par les Français en novembre 57. J'ai un jeune oncle qui était jeune, il avait 23 ans, célibataire, c'est le jeune frère de mon père. Lui, il était dans l'armée française, donc il était à Blida, dans une caserne. Il a quitté avec son copain la caserne, avec armes et bagages, pistolet automatique, sac à dos, et ils se sont dirigés vers les maquis du Djurdjura. Il n'a pas trop survécu, il a été tué en 56. Il n'a même pas fait une année de maquis. Il était mort avec son copain dans un abri. Son histoire aussi est très compliquée parce qu'il était jeune, célibataire. Il a été enterré par des vieilles là-bas. Donc ils l'ont déterré après la guerre, après la fin de la guerre. Ma grand-mère a fait aussi 4 ans de prison, 58-62. J'ai été conçu dans un village du côté de Maatra, d'ailleurs que ma mère m'a fait visiter la dernière fois. C'est une petite baraque vieille. C'est là que mon père venait la voir parce qu'elle avait peur qu'on la lui prend. Donc ma mère a fait le maquis avec mon père. D'ailleurs, quand ma mère a su que mon père est mort, c'est son père, elle, qui est allé la chercher. Et à son retour au village, il est passé devant le conseil de la SAS parce que nous avons une section administrative de sécurité qui a été installée en janvier 58 au milieu du village. Et ma mère est passée, elle était enceinte de 6 mois avant. Donc elle est passée devant le lieutenant, le capitaine et toute la... Et selon mon grand-père maternel, il les a corrompus pour qu'elle ait la vie sauve. Donc il a accouché, il parlait de 2 moutons. Donc il leur a donné 2 moutons Et en plus, quand vieux l'a dit, nos femmes ici n'ont aucun pouvoir, ils suivent leur mari. Ma fille n'a aucun pouvoir sur son mari, elle a prise. Donc c'est comme ça. Donc je suis né en 60. Mais après, l'histoire continue, c'est très compliqué. Ma mère avait 24 ans et j'avais l'oncle aîné, le frère aîné de mon père, était en France, il était dans la même chose, dans la diaspora avec le FLN. Il était divorcé. Donc il est rentré en 63 et ma grand-mère maternelle, pour nous protéger, parce que j'ai 2 sœurs aussi, elle a marié ma mère à mon oncle. Donc mon oncle est devenu mon père. Donc j'ai vécu à peu près les premières années jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai appris que je n'avais pas, que en fait je suis orphelin. Et c'est les enfants qui me l'ont dit dans la rue, en jouant avec eux. On se fout de toi, ton père n'est pas immigré, il est mort pendant la guerre. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré un peu, ma mère m'a calmé. Et après, c'est une histoire, hein, grâce à mes oncles, parce qu'il y a un autre oncle aussi qui était exilé en Allemagne. Il était dans la Fédération de France, il a été expulsé. Il s'est marié à une Allemande, il a eu une fille en Allemagne. Il est rentré après l'indépendance.
Et c'est grâce à ces deux messieurs que j'ai pu aller à l'école, éduquer, encadrer. Donc j'avais des références au fait d'hommes dans ma famille et c'était mes exemples. Voilà. Après, pour revenir à notre famille, avant la guerre, nous étions propriété mon père avait un camion Renault en 46. Mon grand-père a motorisé son pressoir d'olive en 1948. J'ai toujours le moteur chez moi. C'est un moteur anglais. Donc pendant que les gens faisaient la pression des olives avec des chevaux et des ânes, lui, il était déjà passé à, c'est à la modernité avec un... C'est phénoménal quand on voit les courroies, l'engrenage, comment la vie... Ça veut dire qu'en fait, il avait le pouvoir de faire la pression de toutes les olives de la région. Donc il était aisé. En plus, mon père, il prenait des olives de, de ma région, vers Sidi Aïssa, Msila, tout ça, pour amener du blé, de l'orge. Donc c'était du troc. Et c'est comme ça, d'ailleurs je garde toujours le permis de conduire de mon père. Et mon père avait le camion, Inch'Allah, j'arrive. Je parle de quelqu'un que j'ai jamais connu, il m'a jamais connu. C'est ce qu'on m'a raconté. Et c'est ce qu'on... Après, d'ailleurs, ce qui est singulier aussi chez mon grand-père, en 1948, déjà, il avait un puits. Il avait un puits, il est toujours le puits. Il lui a placé une pompe, comme celle des Mexicains. Donc, c'est les femmes de mon village en 1948. Elles prenaient l'eau d'un bassin que la pompe avait tiré de. Les sources, et la source était à l'intérieur de sa maison. Donc, les femmes du village, ils venaient à la maison pour prendre de l'eau. Et tout ça a été détruit, exécution, mort de l'oncle, exécution de mon grand-père, après emprisonnement de mon grand-mère. Novembre 57, ils ont tué mon grand-père, et 58, ma grand-mère a été emprisonnée à Tifichoun pendant 4 ans. Elle a été brûlée à l'électricité. D'ailleurs, une anecdote, quand je suis devenu médecin, j'ai examiné son dos, j'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est l'électricité. Il m'a dit, mon fils, je ne peux pas vous montrer le reste parce que on m'a brûlé partout. Même mes parties ont été brûlées. J'ai compris sans qu'elle me le dise. Voilà, après l'école primaire, voilà, oui, au village. Et tarif. Je reviens, je suis Iverkenen, c'est un village des tarifs. Je vous dis, ils nous ont installé une SAS en janvier 58. Il y avait une SAS du côté de Termitine, M. Kamoudel. Nous, ils nous ont foutu une SAS en 58 parce qu'il y avait une grande bataille. Dans mon village, il y a eu 33 morts. La bataille Zanuthen, c'était en 19 juin 57. Donc, juste après, les Français, ils ont pris le dispositif, ils ont installé un camp dans le village avec une armée, des camions et tout, avec des barrières, des sentinelles. C'est compliqué. Tout ça, c'est l'histoire de... J'oublie des choses, hein. Il y a tellement d'histoires. Après, ma mère, voilà, elle m'a élevé avec ses autres enfants, parce qu'entre-temps, elle a eu d'autres enfants. Et j'ai été à l'école du village, j'ai fait mon primaire jusqu'à 72. C'était pas facile, hein. De toute façon, peut-être ce que je vais décrire, c'était le vécu de tous les montagnards de l'époque, hein. C'est les moyens rudimentaires, pas de chaussures, gondura, les poux, la nourriture jusqu'à... Donc j'ai fait ma sixième en 62. Je me rappelle, c'était mai 72. Et je me rappelle, pour faire cet examen, c'était à Draben Khedda. Donc 20 km, vous connaissez la ville de Draben Khedda. Donc on est venu à 3 heures du matin à pied avec mes copains. On avait les lampes. D'ailleurs, parce que nous, on avait une maison isolée. Je les ai attendus, ils m'ont mis un signal avec une lampe pour les rejoindre et aller à pied jusqu'à Debeka. À 6 heures, on est arrivé. Et on était les premiers à se présenter. À l'époque, on appelle les élèves pour entrer. Et j'ai eu ma sixième et j'ai commencé mon collège en 72 à Draben Khedda, à Hussein Rayah. J'ai passé là-bas 4 ans, mais malheureusement pour nous, il n'y avait pas de transport, donc on venait du village jusqu'à la route goudronnée. Il y avait un bus des Hamek qui prenait tous les enfants de Termitine, donc il nous prenait dans un endroit qui s'appelle le Carrefour Taplak. Jusqu'à maintenant, c'est la casse là-bas. Et c'est là-bas qu'il nous trouvait chaque matin, il nous prenait jusqu'à Debeka. Donc on faisait 10 km à pied, 20 km par jour. L'hiver, là,
Donc, non, on s'en fout d'ailleurs. On était des guerriers au fait. On n'avait pas déjà marché à mon âge la nuit. Il faut vraiment, on s'en fout. On avait des lampes là, Vendeur. On mettait dans le cartable, on faisait. Mais comme je dis, avec raccourci, on faisait beaucoup de raccourcis. Et les gens, donc on s'arrêtait à boire devant les fontaines. Parfois, ils nous donnaient à manger, les gens. Donc, mais il n'y avait pas beaucoup déjà de voitures et de camions à l'époque. C'est pas que, il n'y a pas. Et l'anecdote, quand j'ai quitté le collège, c'est là où le transport est venu, est arrivé. Ils vous ont ramené un petit bus. C'est vrai que ceux qui sont venus après nous, ils avaient le transport, mais nous, on n'a pas eu. C'est en 76. Et toute cette période du collège, c'était vraiment une période difficile, pénible. Je me rappelle, on me donnait à la maison un dinar, à Chindor à l'époque, un dinar. Et je partageais un petit repas avec un ami sur la voie ferrée. Parce qu'il y a une voie ferrée à DBK. On achetait une baguette qui coûtait à l'époque 35 centimes, une boîte de sardines à 80, même pas un dinar. Donc on se partageait tout et le total c'était un dinar maximum. Et c'est comme ça qu'on a passé. D'ailleurs, j'ai partagé ça avec un ami qui s'appelle Dermish. C'est toute une vie avec. Mais sincèrement, peu de gens ont réussi dans leurs études. Moi, quand j'ai eu mon BEM, je suis en BEG à l'époque. La chance qu'on avait, c'est que le lycée à Tizi Ouzou, c'est l'internat. Tous les montagnards de Kabylie, ils sont regroupés au lycée à Méroche. Et vous avez aussi le lycée pour les jeunes filles, le lycée Al-Khansa et Farman Soumer. C'est donc les filles. Toutes les filles partaient. Nous, ils nous envoient au lycée à Méroche, et qui était le meilleur lycée de l'époque. Je me rappelle, il y avait même les enfants de Nanty, d'Alger, ceux qui avaient les moyens, venaient ici à Tizi pour mettre leurs enfants dans un système presque militaire. C'est-à-dire que vous rentrez le début de semaine, vous n'avez pas le droit de quitter jusqu'au week-end, pour ceux qui veulent sortir les week-ends. Donc on mangeait, on dormait, on jouait au ballon. Il y avait comme une vie, attention, hein. C'était des copains. À l'époque, quand même, le niveau, peut-être maintenant, mais le niveau aussi politique et culturel était différent on lisait beaucoup. Donc cette époque-là, le lycée, c'était les meilleures années, au fait. Parce que pourquoi? On était des gens pauvres qui mangeaient pas bien. Et tout de suite là, on mange le petit déjeuner, le midi, le soir. Il y a eu toujours presque souvent de la viande, du poulet. Donc, mais je vais vous raconter quelque chose. C'est quand j'allais venir au lycée, c'était en 76. J'avais l'oncle qui travaillait beaucoup pour nous. Il était jeune. Il était dans la Fédération de France. Et il a fait un accident de voie ferrée à DBK. Il avait heurté avec sa voiture, donc il a été tué. Il a laissé 8 enfants. Et le vieux oncle, il se retrouve avec les enfants de son frère, nous, mes soeurs, ils étaient mariés et ses enfants. Et je me rappelle, on a fait une traversée vraiment du désert de 76 à 83. Pourquoi je dis 83? Parce que ma grand-mère qui avait fait la révolution, elle a été réhabilitée dans ses droits. Donc elle a eu de l'argent. Je me rappelle, ils lui ont donné 90 000, 9 millions à l'époque de centimes. Et c'est ce qui a permis à la famille de se repositionner. Moi, j'étais toujours étudiant. Donc j'ai eu le bac en 79. J'allais faire une carrière militaire, mais après ma famille ne voulait pas. Donc j'ai fait médecine par dépit, comme on dit. Non, j'étais scientifique. J'étais scientifique. On a été orienté scientifique. À l'époque, on ne choisit pas, hein. Donc l'Algérie avait besoin beaucoup de médecins et de techniciens. Donc après, je voulais faire. J'ai été à chercher. J'ai eu tout le dossier parce que j'avais un parent qui était officier là-bas. C'est un ancien de la Révolution. Et j'arrive à la maison, refus catégorique, jamais tu vas faire carrière militaire. Nous, on n'a rien gagné avec la casquette. Tout le monde commençait à pleurer. Après, je me suis orienté on a fait une année juste ici, à Tizi Ouzou. Il y a eu les événements de 80. Après, on a été tous orientés à Alger. Là aussi, c'était encore plus difficile parce que, par exemple, quand on est parti à Alger, on a passé 6 mois sans chambre universitaire. Donc, on était des clandestins.
Je me rappelle, j'étais à Al-Harrach avec des amis, et surtout avec quelqu'un qui m'a marqué, c'est un cuisinier à Bezoua, il travaillait dans la cuisine, à l'université de Bezoua, il avait une chambre, donc on s'est retrouvés 4-5 dans une chambre. Et que jamais je vais oublier, c'était je dormais sur le lit, avec le monsieur là, monsieur Bouzid, qui était à l'université. Il avait ses pieds sur mon visage et mes pieds sur son visage. On fait un croisement. C'était pendant 5 mois à peu près. Le temps qu'on nous donne une chambre à Cuba. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai raté mon premier semestre de médecine. J'étais à La Périne. Après, on avait commencé à. J'ai eu comme une chambre à l'université de Cuba, à l'Institut universitaire. Et de là, comme on a commencé à vivre, pas comme on veut, mais comme tous les étudiants de l'époque, on lavait nos vêtements le vendredi, plutôt le jeudi soir, pour les sécher. On ne venait pas à la maison. Quand on venait à la maison, je me rappelle, on n'avait pas d'argent. Donc on descendait à sa maison, on mettait sur le cartable Tizi Ouzou, et, et avec votre chance. Soit vous descendez, il y a quelqu'un qui vous prend jusqu'à Tizi, sinon il vous dépose à bord de Djemlé, parce qu'on n'avait pas de l'argent pour payer le transport. Et à l'époque, on vivait avec notre bourse, c'était nous donnait 1300 dinars. L'intelligence, tout ce comme on était, dès qu'ils nous donnaient la bourse, on achetait les tickets. Le petit-déj, le déjeuner, le dîner, sur 3 mois. Donc on assurait et le reste, on le dépensait. Mais c'est une vie comme assez rudimentaire. Et c'est une période comme assez difficile parce que c'est vrai qu'on était bon, on était très bon dans les études, mais quand on voyait les autres, nous on était vraiment des étudiants qui venaient avec des voitures, avec des golfs, avec des costumes, parfumés et tout, alors que nous on était. Mais je pense que peut-être c'était l'époque. Moi j'étais orphelin, donc j'ai terminé mes études de médecine en 85, de généraliste, hein. À l'époque c'était 6 ans. Il y a plein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Donc j'ai eu mon. À l'époque, il n'y avait pas de concours de résident. Ils nous classaient selon les notes du cursus universitaire. J'étais classé 30e. Et j'avais choisi de faire de la radiologie. À l'époque, choisir de la radiologie, c'est faire une carrière universitaire. C'était un système socialiste, il n'y avait pas de système libéral. Donc quand on choisit la radiologie, c'est pour rester à l'hôpital, travailler à l'hôpital et probablement devenir prof en radiologie. Donc c'était 85, 86, 87, jusqu'à 91. J'ai eu mon diplôme en 91. Mais entre-temps, en tant que fils shahid, je voulais me marier, mais j'avais pas de maison. Donc on n'avait pas droit. Personnellement, j'avais même pas de domicile. Parce qu'au village, j'étais chez ma mère ou chez mon oncle. Mais en fait, j'ai pas de domicile. Mon domicile, c'était la cité universitaire. Donc faire un passeport, c'est compliqué. Quand on vient, on n'est pas ici, là-bas, on n'est pas là-bas. Je l'ai fait, je me rappelle, avec la cité universitaire difficilement. Mais après, je me suis marié en 88 avec ma femme. Elle était étudiante à Bezoua. Elle faisait physique, rhéologie. Elle était déjà, elle a eu son diplôme. Mais il fallait louer une maison. 88, je loue un studio à Hamiz, un petit studio. Quand vous allongez, vous ne pouvez pas allonger vos pieds. Il faut toujours. Vous avez les toilettes, salle de. C'est vraiment. C'est rudimentaire. Heureusement que je n'ai pas habité dedans. Parce que, juste, je me marie. J'étais encore au village. Je n'ai pas encore quitté les. Il y a un ami qui venait, Borbia. Il est toujours en France. C'est là ses enfants. C'est un radiologue parce qu'il est parti pour faire radiologie. Il vient me dire, cher ami, j'ai un logement à Raya. Allez, c'était Signa que j'ai eu. Donc, je peux comme le squat, comme le prend. Est-ce que tu peux l'occuper et tu me donnes un petit loyer? C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu j'ai occupé ce logement en 88, exactement. Donc, j'étais toujours à Mustapha résident et ma femme était à l'université. Donc, c'est une maison, il n'y avait pas de gaz, la bouteille et tout. À l'époque, je pense que tout le monde était dans la même. 88, les événements d'octobre.
Je peux vous épargner beaucoup de choses parce que j'étais dans le moment des résidents, j'étais un militant actif, tout, c'est compliqué, difficile à raconter tout ça. Mais après 88 jusqu'à 91, j'ai terminé mon résidence, j'ai eu mon diplôme. La situation politique du pays commençait vraiment à changer. Commence ouverture économique, chute du dinar, privatisation, FMI, donc pas de poste à l'hôpital. Je me rappelle, on m'avait donné un poste à Djelfa. J'ai été, j'ai vu la situation, il n'y avait rien. Il y avait une petite table de radiologie, donc j'ai dit tout ce que j'ai fait dans un centre universitaire comme Mustapha, plus une année à l'hôpital militaire. J'ai fait du scan, j'ai fait de l'échographie, on était d'excellents radiologues. Je dis, si je passe ici 3 ans, je suis foutu. Donc j'ai refusé. À l'époque, dès que ça a commencé à bouger, les élections, l'instabilité politique, l'avenir du pays était vraiment un point d'interrogation. Il était beaucoup plus facile pour nous, en tant que cadre, d'aller à l'aéroport que de rester. D'ailleurs, on était 3 ou 4 à rester en Algérie. Tout le monde est parti. Tout le monde a quitté, sont installés de l'autre côté. Moi, j'ai choisi de rester. Sincèrement, je ne me voyais pas aller à l'étranger. Donc, 91, je me retrouve. Oui, oui, c'est une situation très précaire. Après, je me dis, voilà, j'ai eu de la chance au fait. Peut-être qu'il y a de la chance, beaucoup de chance, et aussi beaucoup de courage. Et moi, c'est un homme, j'ai jamais eu peur. Peut-être par rapport à mon passé. La peur, je ne connais pas ce que c'est. Donc, j'ai eu des amis. Il y a un ami qui était encore à l'hôpital, il s'appelle Bourtouche Djamel. Il est radiologue aussi, actuellement il est installé à Benyan. Qui avait un autre ami, il s'appelle Mokarani Karim, qui a fait ophtalmo. On s'est rencontrés, il m'a dit, docteur, va t'installer, fiché, tu n'as pas de service national, tu n'as pas de service civil, va travailler dans le privé. Qu'est-ce que tu dis, soit tu fous le camp ou tu restes. Je lui ai dit, comment je vais m'installer? Il m'a dit, attends, mon frère, Rabah Abni Douala, il a un table de radiologie qu'on lui a donné à l'époque, il l'a acheté, mais il ne l'a jamais utilisé. Je dis, d'accord. Après, j'ai été voir, j'ai loué un garage de 50 mètres carrés à Drab Ben Khedda. Là, c'était des 400 logements, avec l'aide de, comment on allait, ma famille, surtout le fils de ma tante. C'est eux qui m'ont aidé le plus. Donc, j'ai aménagé le garage, j'ai ramené la table de bride, voilà. D'ailleurs, l'anecdote, quand je suis parti la ramener, avec justement le camion du fils de ma tante, le docteur Mokarani me dit, dégage-moi ça me gêne, ça me dérange, ça me prend de l'espace. Là, je lui dis, mais docteur, je dois vous payer. Il m'a dit, mais Karim m'a dit que tu n'as aucun sou, avec quoi tu vas me payer? Prends-la et on se verra dans une année ou 6 mois. C'est terrible, quand je me rappelle, c'est une aventure. Après, j'ai ramené la table. Un autre ami m'a donné un échographe. J'ai démarré à DBK en 92. Et malheureusement pour nous, déclenchement de la décennie noire, le terrorisme, c'est vraiment... Moi, j'habitais toujours à Al-Raya, je faisais la navette. C'était compliqué. Au bout de 92, 93, entre-temps, je me suis associé avec un ami, après on s'est séparés. Il y avait un homme qui est venu faire des radios à DBK. Il m'a dit, jeune homme, avec toute la qualité du travail que tu fais, tu es excellent. Pourquoi tu ne viens pas à Tizi? Je vais te vendre un... Là, vous avez les deux salopards. C'est là-bas où j'ai acheté chez lui en 93. D'ailleurs, j'ai fait un crédit bancaire pour l'acheter. J'ai acheté le local, il est toujours fonctionnel, 250 mètres carrés, parce qu'il est venu faire des radios pour ses enfants, pour ses filles. Ils ont été faits ailleurs, ils les ont ratés. Donc moi, j'ai fait des radios de qualité. Il m'a dit, toi, ta place n'est pas ici, il faut venir à... Entre-temps, j'ai essayé de m'installer à DBK, mais c'était impossible. Avoir un terrain, tout ça. Donc je suis venu à Tizi. Malheureusement, pour mon arrivée à Tizi, il n'y a pas d'électricité. Je me suis fait piéger, au fait. J'arrive à la Songhise, ils me disent, là, tu n'auras pas de courant, c'est pas la peine de venir t'installer ici. Moi, entre-temps, je me suis préparé. Mais entre 92 DBK et 94, j'ai pu acheter un passeport à Alger, à Al Raya. Un passeport d'une maison.
Donc, j'étais plus locataire, je suis devenu propriétaire. Malheur pour moi, pour s'installer à Tizi, il faut un groupe électrogène. Donc, j'ai vendu le pas-de-porte à 60 millions pour acheter un groupe électrogène à l'Unel d'Azazga qu'on a installé. J'ai commencé à travailler ici avec un groupe électrogène. Très compliqué. Pas, pas ici, là-bas. Les deux salopards. Avec un groupe pendant 3 ans. J'ai souffert. En fait, j'ai dérangé ici, mais on s'en fout, c'est la vie. Hein. En 97, il y avait un homme, M. Khalef, il est de Bouira. À l'époque, il commençait à avoir des galons à la Songas de Tizi. Les 3 ans, ça passe vite. Il me dit, docteur, je sais qu'ici on t'a fait beaucoup de mal. Est-ce que tu peux payer un branchement électrique? Je lui dis, bien sûr. Il m'a dit 370 000 dinars. Je lui dis, je paye, sans problème. J'ai eu l'électricité en 97. Et comme le groupe, ça y est, il faut le vendre. Et le hasard, c'est un boulanger de Akvo qui est venu l'acheter à 50 millions, avec le prix d'achat. En 3 ans, il n'a pas perdu de valeur. À l'époque, il y avait beaucoup d'inflation. Et quand j'ai vendu le groupe, j'ai pris l'argent, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à la CNEP. Et quand je suis parti à la CNEP pour le déposer, il m'a dit, c'est un ami, M. Lamari, il était directeur, il m'a dit, docteur, tu as une maison? Je dis, j'ai pas de maison, je suis locataire, j'ai une maison, je l'ai vendue. Après, je suis venu à Tizi, j'ai loué à Tizi. En fait, j'ai passé 11 ans dans la location, de 88 jusqu'à 99. Et quand j'ai vendu le groupe, donc j'ai déposé l'argent à la CNEP, il me dit, mais ramène-moi ton carnet. Je dis, voilà mon carnet. Il m'a dit, mais tu peux bénéficier d'un logement. Tu as le droit. Ces logements, ils sont là. Comme par hasard, je suis rentré à la CNEP avec 50 millions. Je suis ressorti avec une décision d'un F5 ici aux 510 logements. Vous voyez, ça c'est le destin. On vend une maison pour acheter un groupe électrogène. On dépose l'argent du groupe pour sortir avec un F5. Ça me dépasse. D'ailleurs, quand vous racontez ces histoires, les gens vous disent. Et je me suis installé ici en 99. Je n'étais plus locataire nulle part. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai eu une facture d'électricité et de gaz au mon nom. D'ailleurs, je me rappelle, ma femme a versé quelques larmes. Parce que, sincèrement, c'était un F5 au 5e étage, on était heureux. Hein. Pas d'eau, l'eau était au rez-de-chaussée. Il faut venir la chercher parce qu'à l'époque, Tizi, il n'y avait pas d'eau ici. La ville était vraiment... Il fallait attendre l'ouverture de Taxept pour que l'eau, comme aujourd'hui, H24. Tant bien que mal. Après, j'ai acheté un scanner, j'ai travaillé. Ça va. C'était une période difficile avec tout ce qui s'est passé. On a résisté. Alors, j'avais acheté un scanner en 96. J'avais acheté un autre scanner en 99. Après, le virage, vraiment, c'était l'achat de l'IRM en 2005. J'ai investi quand même, je me rappelle, c'était 1 million d'euros. J'ai fait un grand investissement. C'est des crédits d'ailleurs. C'était mon deuxième crédit. Donc en installant cette IRM en 2005, c'était le changement. C'était la seule IRM dans toute la région. Il n'y avait aucune IRM ni à l'hôpital ni dans le privé. Donc Bouira, Borj Boualaraj, Djaya, Tizi Ouzou, Boumerdes, tout. Donc j'étais le seul à avoir une IRM sur un rayon, je ne sais pas de combien, de presque 300 km. Il y avait 2 IRM à Alger à l'époque, il y avait une IRM à Annaba, il y avait une IRM à Oran. Donc c'est le désert. Donc quand on regarde aujourd'hui l'Algérie, en 2005 et en 2025, en 20 ans, maintenant personne ne pourra vous donner le nombre d'IRM qu'il y a sur le territoire. À Tizi Ouzou, je pense qu'il y en a 14 ou combien. À l'époque, il y en avait 4. Vous voyez un peu le... Donc en 2005, entre-temps, pour vous raconter encore les détails, en 2001, en 2000, on m'a octroyé ce terrain. On m'a donné ce terrain là où on est là. On m'a donné ce terrain. Le Wali, il est venu me voir. Il m'a dit, je trouve que c'est pas normal que vous soyez ici, comme toujours.
Comment ça, vous mettez un scan dans un garage, vous êtes un grand médecin, tout le monde vient vous voir, vous avez une IRM. Il m'a dit, non, à l'époque, je n'avais pas d'IRM. Il m'a dit, venez, je vais vous donner un terrain. Il m'avait attribué ce terrain. Mais en 2000, 99-2000, après les événements de 2001, je suis rentré dans une autre dimension. Sur le plan politique, c'est une catastrophe. Donc à partir de 2001, on m'a donné une décision, mais je n'en ai pas voir mon acte. J'ai attendu 2004 pour avoir l'acte, difficilement, parce que, en fait, on voulait me retirer ce terrain. C'était très, très difficile. Il y avait des gens ici très puissants qui voulaient se l'accaparer. Je ne sais pas comment. Une fois on m'a donné l'acte, en 2004, ils m'ont bloqué le permis. Toujours. Ils ont bloqué tout le monde. Hein. Mais j'étais dans le circuit, donc j'ai attendu 2009. Mais moi, en fait, ça m'a arrangé quelque part, parce que pour faire un investissement pareil, il faut avoir les moyens. Entre-temps, moi, je travaillais beaucoup. J'avais vraiment une chance. Je travaillais énormément. Donc, et je commençais à réfléchir comment faire un projet de ce type-là. L'idée, c'était en 2003, mais surtout à partir de 2007, le projet était vraiment dans ma tête. Faire un centre anti-cancer et cardiologique de dimension internationale. Moi, je voyageais beaucoup. Je partais surtout aux États-Unis, dans les congrès. Donc, je voulais faire un centre comme celui-là, avec un PET scan, un cyclotron, une radiothérapie, de l'oncologie, de l'imagerie, de la chirurgie. Pourquoi anti-cancer? Pourquoi c'est pas une autre... Alors, je vous explique. Nous, en Algérie, en fait, on a passé une décennie noire. Après la sortie de 2003-2002, on s'est retrouvé dans une situation, je ne pouvais pas l'imaginer. Moi, j'étais médecin radiologue, on faisait des diagnostics pour rien. Vous faites un diagnostic à un malade, mais il n'a pas où se traiter. Il y avait le CPMC, il était saturé. Donc, les rendez-vous étaient loin, il n'y a pas de radiothérapie, il n'y a pas de rien du tout. Donc, c'est comme ça que moi j'ai dit, on doit faire quelque chose. Mais à l'époque où j'avais cette réflexion, l'État n'autorisait pas le prix à faire de la radiothérapie. Il fallait attendre 2008 pour que le décret sorte, pour laisser les gens investir en radiothérapie. D'ailleurs, le premier centre, c'était à Blida, CDH. Après, il y avait celui de Constantine, je pense, et moi, en même temps, moi. Après, les autres j'étais le troisième. Ils nous ont autorisés à faire de la radiothérapie. Et alors, j'ai commencé ce projet en 2010. La construction, j'ai fini en 2015. En 2015, on a ouvert la radiothérapie. C'était beaucoup de moyens. C'est un grand endettement, en milliards de dinars. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on a remboursé presque 80%, donc pas de problème. Mais c'était vraiment une aventure. On a eu bien sûr l'accord des autorités pour le CNI. On a eu le Conseil national d'investissement à l'époque en 2011. Ils nous ont autorisé à faire le cyclo. Et heureusement qu'on avait tenu promesse. On a commencé à faire du PET scan en Algérie le 19 mars 2016. Et c'était le premier PET scan en Algérie. Le cyclotron, c'était le premier. Et les examens PET scan ici en 2016. Bab el Oued n'a démarré qu'en 2021. Maintenant, il y a d'autres. Maintenant, il y a d'autres privés qui font aussi du PET scan. Donc l'Algérie, déjà, elle s'est dotée de 4 cyclotrons ou 5 cyclotrons. Pour vous montrer qu'en 20 ans, ou en 25 ans, l'évolution de la santé, surtout en équipement, est énorme. Parce qu'entre-temps, la radiothérapie, l'État s'est équipé plus de 50 accélérateurs. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à 92. Mais malheureusement pour nous, malgré tous ces équipements, on reste toujours dans, dans les rendez-vous assez éloignés. Pas comme avant, mais ça reste toujours insuffisant. Parce qu'il y a beaucoup ou... Il y a beaucoup Parce de que les malades. équipements ne sont pas Il y a encore... beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades. Pourquoi? Parce que maintenant, on commence à faire des diagnostics. Je vous ai dit, on a des scans, donc on a les moyens de faire quand on fait des diagnostics, donc il faut traiter. Et malheureusement, parfois, le nombre de malades qui arrivent en radiothérapie, on n'arrive pas tous à les absorber. À Tizi, par DBK, il y a 3 accélérateurs. Moi, j'en ai 2. Déjà en Kabylie, il y a 5. Et bientôt, Akvou va s'occuper de 3 autres. Vous avez Sitif, il y a 3 accélérateurs. Blida, Oran, ainsi de suite. Ouadsouf, comment il s'appelle je pense, Ouergla. Donc, il y a des centres à Adra. Maintenant, après,
c'est vrai, c'est le privé. Maintenant, la réflexion, il faut quand même, on ne va pas rester dans cette situation. L'État maintenant commence à réfléchir comment conventionner ces structures privées. Donc, ils ont déjà conventionné la cardiologie, la chirurgie cardiaque depuis 1995. Ces dernières années, rapidement, il y a aussi la dialyse depuis longtemps, mais on a conventionné déjà depuis une année la gynécologie, tout ce qui est... Après, on est venu, on a conventionné quand même des choses inespérées. C'était l'embolisation. Aujourd'hui en Algérie, on embolise les anévrismes, on traite les malformations artério-veineuses grâce à la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle paye 250, 2 500 000 dinars pour un patient. Et cette semaine, on a rajouté encore la radiothérapie pédiatrique. Donc, ma propre expérience, en plus de toutes les mutuelles qui sont conventionnées, je pense qu'ils sont une cinquantaine actuellement, notre chiffre d'affaires aujourd'hui, 30% vient des conventions. Avec la CNAS. La CNAS et autres. Parce qu'il n'y a pas que la CNAS. Toutes les mutuelles de Sonatrach, de l'éducation, de toutes les grandes sociétés, elles ont des mutuelles. Donc, ils soignent leur personnel, quel que soit l'âge. Presque du 100%. Donc, aujourd'hui, la CNAS elle est en train de rentrer petit à petit. Je pense qu'on va finir aussi par conventionner la radiothérapie chez l'adulte et aussi le PET scan, certainement. Mais actuellement, le système est en train de changer. On va aller, je suis convaincu, à court, plutôt à moyen terme, vers un système totalement gratuit. Ça veut dire l'Algérien. Il se dirige dans le privé, chez le privé ou chez le public, il peut utiliser sa carte de soins. Et sincèrement, c'est mon souhait. Parce qu'aujourd'hui, quand un Algérien se dirige vers le privé, par son choix, je pense qu'il n'y a aucun problème. Quand un patient a de l'argent, il veut se soigner dans le privé, il paye. Mais quand il y a une insuffisance dans le système public et que notre patient, l'Algérien, va se diriger dans le privé par contrainte, là, ça pose problème. Parce que le privé n'est pas un choix, c'est une contrainte. Vu l'insuffisance du public, les gens sont obligés de se diriger vers le privé. Là, c'est pas bien. Moi, sincèrement, j'aurais aimé que le privé reste un choix. C'est-à-dire qu'on a les moyens, on soigne dans le privé. Mais malheureusement pour nous, il y a des moments où les gens vont aller dans le privé, même s'ils ne veulent pas. Ils se débrouillent, ils doivent prêter de l'argent, je ne sais pas comment. Il y a toujours de la solidarité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à un système qui soit égalitaire et que la médecine sera réellement gratuite. Comme l'ont souhaité nos aînés. Et je pense que c'est le meilleur système de santé qui puisse vraiment, qui ait de l'égalité surtout chez tout le monde. Parce que c'est vrai, le problème qu'on a aujourd'hui en Algérie, on n'a plus une population que de jeunes. Nous avons 10% de la population qui dépasse les 65 ans. Et le cancer, c'est surtout avec le vieillissement. Donc plus les gens vieillissent, plus ils font des cancers. Et plus il faut des moyens pour les soigner. Le phénomène du cancer du sein, du cancer de la prostate chez l'homme, le côlon, ça devient vraiment un problème de santé publique. Donc il faut avoir les moyens, bien sûr, de traiter, mais également de faire de la prévention et de dépister. Il y avait un plan cancer qui a été fait à l'époque par le professeur Zitouni de 2015-2019. C'était un plan qui avait vraiment des axes très très intéressants, dont une bonne partie ont été réalisés. Maintenant, il y a un autre plan, je pense, qui va de 2025 jusqu'à 2030-2035, qui est en train de partir surtout sur cet aspect de financement. Et pourquoi pas contractualiser le public et le privé de la même façon. Donc l'hôpital public ne va pas recevoir un budget, mais il va être payé en fonction de ce qu'il fait. Comme en fonction des actes qui va. Donc, on va être vraiment dans un système. Un hôpital qui travaille, il va être payé. Celui qui ne travaille pas ne peut pas être payé. Donc, c'est un moyen de mettre d'accélérer un peu les choses et de sortir de cette léthargie où les gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ils reçoivent leur salaire. Voilà à peu près voilà. Qu'est-ce qui explique l'explosion des cas de Moi, je suis convaincu. on peut parler
Moi, je suis convaincu. Le cancer, plus on se développe, plus on a des cancers. Vous connaissez le pays qui a le plus de cancers aujourd'hui dans le monde, c'est la Suède. Et les États-Unis et la France. Nous, on est loin encore. On est à 150 cas pour 100 000 habitants. La Suède, il est à 500. Là, les États-Unis sont à 400. La France, il est à 350. Donc, le mode de vie, euh, l'opulence, la modernité, c'est elle qui donne le cancer. Le cancer du sein, il n'y a pas beaucoup de cancer du sein en Afrique, par exemple. Après, il y a l'environnement, la pollution. Elle joue énormément. Aujourd'hui, c'est admis, si vous habitez à côté d'une autoroute, un grand axe routier dans n'importe quel pays du monde, vous êtes exposé à faire un cancer du sein, du poumon, 10 fois plus qu'un citoyen qui habite sur une montagne. C'est clair. L'environnement, c'est celui actuellement. L'homme est le produit de son environnement. Si vous avez un environnement sain, vous avez toutes les chances, mais l'environnement actuel, le bruit, le stress, il y a beaucoup de choses. Et en fait, le cancer, il est multifactoriel. Il n'y a pas un facteur qui donne. Parce que quand on parle de génétique, il y a 15% de cancers génétiques. 85% des cancers sont d'origine, sont en rapport avec l'environnement. Ça n'évolue pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, en Afrique, les Noirs, les populations noires, ils font des cancers du foie. Depuis l'Antiquité, c'est toujours comme ça. C'est l'environnement qui fait que quand on est africain, on a plus de malchance de faire un cancer du foie. Ces Africains qui ont quitté l'Afrique avec l'esclavage aux États-Unis, ils ne font pas de cancer du foie. Ils font les cancers comme les Américains. Le poumon. Donc l'environnement en Afrique, c'est lui qui fait que les Africains font du cancer du foie. Et quand ils partent aux États-Unis, ces mêmes populations font le cancer comme les Américains. Le poumon, le sein, le côlon, ainsi de suite. Donc pour vous dire, les facteurs environnementaux sont très importants. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, parce que vous faites ça depuis longtemps maintenant, Le cancer, dans l'évolution de... moi je vous dis franchement, la bataille du cancer en Algérie, je ne veux pas dire qu'elle est gagnée, elle est comme gagnée à plus de 50%. On meurt beaucoup moins aujourd'hui d'un cancer du sein en Algérie qu'il y a avant. Même le côlon, parce que je vous ai dit, l'évolution des moyens de diagnostic et de traitement font qu'aujourd'hui, on est devenu comme les autres pays. Vous pouvez faire un cancer, vous pouvez vivre 10 ans, 15 ans. Alors qu'avant, non. On guérit beaucoup de nos patients. La prostate aujourd'hui, on les guérit tous, presque, 90%. Et même si ils font des métastases, nous avons mis encore des techniques pour traiter même ces cancers qui sont métastatiques. On fait du thérapie vectorisée, on fait de la thermoablation, on fait de la cimentoplastie. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de techniques innovantes qui font que nous sommes à la pointe dans le traitement des cancers actuellement. En chirurgie cardiaque, je vous dis, on est vraiment excellent. Le taux de mortalité qu'on a ici, il est très très bas. Donc, on réussit beaucoup dans nos interventions à cœur ouvert. Les angioplasties. Aujourd'hui, les maladies cardiaques, attention, les maladies cardiaques, les AVC, tuent beaucoup plus que le cancer. Il ne faut pas croire que c'est le cancer qui tue. Il y a plus de décès en maladie cardiovasculaire qu'en cancer. Donc aujourd'hui en Algérie, le cardiovasculaire, on a fait un bond qualitatif extraordinaire. On opère qu'avant, les patients sont évacués à l'étranger. Aujourd'hui, ils sont opérés ici. On fait les angioplasties ici. Vous voyez à peu près. Donc, sincèrement, il y a encore du chemin à faire, mais on a fait quand même un bon chemin. Aujourd'hui, la médecine, il faut juste organiser son mode de financement. C'est tout. Si on arrive. Est-ce qu'on a des moyens, justement, là, pour financer? Je pense, oui, moi je suis convaincu qu'on a les moyens. Il faut juste, on a les moyens, mais il faut utiliser déjà les moyens qu'on a d'une façon rationnelle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rationalité dans ce qu'on dépense. Parce que la médecine, il y a une économie de santé. Il faut là avoir cette économie. Ne pas gaspiller, ne pas faire n'importe quoi. Faire un scanner s'il est indiqué, faire une IRM s'il est indiqué, ne pas la faire s'il n'est pas indiqué. Un traitement, on le fait. Il faut faire de la thérapie ciblée. On ne donne pas un traitement à l'aveugle pour une personne, sachant que les chimiothérapies coûtent cher. Donc il faut
utiliser l'argent de la santé d'une façon intelligente. C'est ça au fait. Ils ne vont pas dire que le budget qu'on a est insuffisant, il faut d'abord l'utiliser à bon escient et avoir une rationalité dans sa gestion. Tout, c'est pas uniquement un équipement, il faut le préserver, il faut lui faire un contrat de maintenance, il faut le nettoyer, il faut le respecter. Si vous achetez un scanner et vous ne le respectez pas, c'est-à-dire il est dans un environnement, il fait chaud, il n'y a pas de climatisation, les coupeurs de courant, aucune machine ne peut résister à cet environnement. Donc il y a aussi cette culture de mettre un environnement pour chaque machine, même l'être humain. Quand on veut acheter une machine, il faut d'abord avoir les ressources humaines pour acheter la machine. On n'achète pas la machine donc on n'a pas la ressource humaine. Voilà à peu près les lacunes qui existent encore chez nous. Les gens, quand on achète une machine, ils pensent que cette machine va fonctionner 5, 10 ans sans ce qu'on appelle des préventions. Une machine, au moins, il faut ouvrir chaque 3 mois et voir ce qui se passe à l'intérieur. Enlever les filtres, les nettoyer, les changer, voir son état, changer un câble. Il ne faut pas attendre que la panne arrive. Dans les pays développés aujourd'hui, une machine, c'est 98% de fonctionnement. Comme ça. Nous, on n'a pas encore cette culture de mettre une machine dans un environnement. Si vous avez 26 degrés, 30 degrés, aucune machine ne peut résister à cette température. Donc voilà à peu près, grosso modo, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le médecin, la formation, la rémunération du personnel. Ça, c'est un vrai chantier. Et j'espère qu'on trouvera des solutions un jour. Il n'y a pas... Et la clinique aujourd'hui, pour l'hôpital que vous dirigez, on sait que vous faites beaucoup d'actions de solidarité, vous aidez beaucoup les gens. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter Vous savez, des histoires qui vous ont marqué? ouais. Vous savez, on ne peut pas, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la médecine sans faire du social. Et le plus souvent, on le fait en douce. Parce que quand on fait du social, il est difficile de définir est-ce que c'est vrai du social ou bien c'est de la... Vous comprenez? Parce que on n'a pas d'assistante sociale pour dire que tel a besoin. Que ce n'est pas quelqu'un qui veut passer et utiliser ce système pour se faire. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je travaille avec des associations auxquelles je fais confiance. Auxquelles je fais confiance. Donc c'est elles qui ramènent, qui envoient ses patients. Soit on fait gratuitement, soit, et comme c'est des gens qui sont financés par des industriels et tout, donc soit on leur fait ce qu'on appelle un prix où nous on ne gagne rien mais on ne perd pas. Il y en a beaucoup. On fait des IRM à 10 000 dinars au lieu de 20 000. On donne par exemple 10 PET scans par mois gratuitement, 5 PET par mois. Mais on respecte ces associations parce qu'on a eu des histoires avec des associations qui vous envoient quelqu'un qui a les moyens de payer, ils vous l'envoie alors qu'on vous fait escroquer comme ça. Donc aujourd'hui, on est ciblé. Mais bien sûr, dans le cadre de l'urgence, on ne peut pas demander à quelqu'un, on ne peut pas faire une enquête sur quelqu'un. L'urgence, on la prend, qu'on le veuille ou pas. Il a de l'argent, il n'a pas d'argent, après on va discuter. Et heureusement, ce qui est bien, je vous dis, quand la chose, l'examen ou n'importe quoi, l'analyse est dans le secteur public, on n'a aucun problème. Ce qui nous pose problème maintenant en tant que privé, c'est ce qu'il n'y a pas dans le secteur public. C'est ça qui pose problème. Il y a des choses que le secteur public ne fait pas. À Tizi, par exemple, on a fait une mammographie. Il n'y a pas de mammographie dans le public. À ma connaissance, on n'a pas encore. Donc, les malades sont obligés de se diriger dans le privé. Octobre Rose, par exemple, aujourd'hui, ce mois d'octobre, bientôt ça va. Chaque année, on fait des réductions de 50% sur les examens. Donc, toutes les femmes, ils font leur dépistage aujourd'hui, dans ce mois-ci. C'est énorme. Donc, les gens attendent le mois d'octobre pour faire leur mammographie. Donc, chaque 2 ans, elle vient, elle fait sa mammographie à 3 000 dinars au lieu de 6 000 dinars. Est-ce qu'il y a des histoires comme ça qui vous ont marqué? Ici, vous savez, là, surtout en radiothérapie. En radiothérapie, au début surtout, il y avait des femmes, des jeunes qui ont vendu leur voiture pour soigner leur mère. Il y a des femmes qui ont vendu leurs oliviers, un olivier, pour se soigner. Mais en Kabylie, il y a une particularité, c'est qu'il y a une solidarité. Une solidarité dans les villages.
Parfois, quand une femme malade, on fait la quête pour payer le... Après, vous avez l'immigration qui concourt beaucoup à soigner le cousin. Euh, il y a une solidarité en Kabylie et en Algérie, hein. Mais même en Algérie, les gens, on m'envoie des grands malades de l'Est, du Sud, où on leur a collecté de l'argent pour les envoyer ici. Donc, Le système solidarité. il est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer. Et surtout les gens aisés, parfois, c'est eux. Moi, j'ai fait des patients, j'étais marqué une fois, j'ai fait 2 patients gratuits en radiothérapie. Il y avait un industriel ici qui est venu, m'a ramené 2 chèques. Je lui ai dit comment. Il m'a dit, on m'a dit que tu as fait tel gratuitement. Tu n'es pas. Ça ne doit pas être toi qui vas supporter tout ça. On va t'aider. C'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Et c'est des gens bien. Attention, il y a des gens bien dans ce pays. Et moi, je fais confiance. Sincèrement, d'ailleurs, je ne regrette pas d'être resté en Algérie. Mais justement, J'ai fait on parle confiance. de ça, parce que J'ai fait justement, confiance en ce pays, je ne le regrette pas. Je vous dis, j'aurais pu partir comme tout le monde. Mais partir, il y a une ingratitude. Parce que j'ai étudié grâce à l'Algérie. C'est l'Algérie qui a financé mes études. L'État nous a formés gratuitement. Donc, moi, je ne condamne pas ceux qui partent, parce que c'est un choix de vie. Mais sincèrement, heureusement que nous sommes nombreux aussi à rester. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux à rester. C'est grâce, je pense, qu'à tous ces gens-là et à moi, à tous ces, que l'Algérie tient encore, et il tient très bien. Et je vous assure, moi, j'ai confiance en ce pays depuis mon jeune âge. Parce que depuis mon jeune âge, on me disait l'Algérie, elle va péter. Au contraire, l'Algérie se porte de mieux en mieux. Nous avons des problèmes que tous les pays ont eu. Il y a des pays, je ne vais pas vous les citer, ils ont mis 80 ans pour mettre un État solide. Nous, on est à 60 ans, on a encore du temps. Difficile. Je vous cite l'exemple de la France. Est-ce que la France, après la chute de la royauté, ils ont mis combien de temps pour faire la République? 80 ans, avec de la violence, les guillotines. Mais ils ont fini par mettre un État. Et nous, moi je suis convaincu que ce pays-là, dans 20 ans, il sera un État de droit, avec ses enfants. Parce que le droit, la justice, peut pas. c'est un processus. C'est comme un malade. On ne peut pas le soigner. Il y a un processus et je suis convaincu, le processus s'installe et le brouillard est en train de se dissiper. Pour ma génération. Peut-être que nous, on n'assistera pas à cette Algérie et je souhaite cette Algérie à mes enfants, à mes petits-enfants. Parce que je suis grand-père. Moi, c'est mes convictions. Peut-être d'autres ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense qu'aujourd'hui, le temps commence à nous donner raison. On a des problèmes, mais c'est des problèmes qui seront surmontés et que la génération, notre génération, post-indépendance, je pense à un autre regard sur l'État. Peut-être les anciens ont fait leur travail, parce que ceux qui ont fait la guerre, ils n'ont pas fait l'université. Ceux qui ont géré ce pays, la majorité n'ont pas fait l'université. Mais aujourd'hui, il y a une génération qui arrive dans tous les secteurs, que ce soit militaire, industriel, c'est une génération qui est diplômée. Et c'est à cette génération-là que l'Algérie, elle va revenir dans leurs mains, que vous voyez ou pas. C'est une question de temps. Donc, moi, je leur fais confiance. J'ai côtoyé des gens qui ont fait la révolution. Ils m'ont dit, mes enfants, il faut être patient. On aura un État après 80 ans d'indépendance. Il ne faut pas rêver. C'est pas, ça va se mettre doucement. Que ce soit la justice, tout ce que vous voulez. Et moi, je suis convaincu qu'on est sur la bonne voie aujourd'hui. Je vous dis franchement, les médecins qui partent, ce n'est pas un problème propre à l'Algérie. Il faut dire la vérité. La vie en Europe est meilleure, que vous le vouliez ou pas. Vivre en France ou en Angleterre, en Allemagne, c'est un pays développé. Les théâtres, les cinémas, les grands boulevards, les restaurants, c'est une vérité. Mais si vous êtes ici en Algérie, en Tunisie ou je ne sais pas quoi, un Libanais, tout le monde émigre en France. Et les Européens, ils profitent de cette jeunesse, de cette formation gratuite, parce qu'un médecin, il revient peut-être à plus d'1 million de dollars, sa formation. Et les Européens, et il n'y a pas que la France maintenant, même les Allemands, ils ont appris. Hein. Donc, toute cette matière grise africaine, je ne parle pas algérien, africain, toute l'Afrique. Vous allez au Sénégal, c'est le même problème. Vous allez là où vous partez, au Côte d'Ivoire. Les Africains veulent vivre en Europe. Même ceux qui ne sont pas médecins.
Parce que tant qu'on ne développe pas notre pays, tant qu'on ne place pas un cadre de vie agréable, où tout le monde trouvera sa place, je pense que l'immigration va continuer. Donc le travail, il faut le faire ici. C'est pas là-bas, c'est ici qu'il faut faire. Moi, mon souhait, c'est que les gens reviennent. Pourquoi ils vont revenir? Parce qu'ils vont vivre mieux ici pour revenir. Ils vont trouver un espace de vie meilleur, un salaire décent. Parce que aussi, on avait un problème des salaires pour le corps médical. Nos médecins, je vous le dis franchement, ils ne sont pas payés à leur valeur. Et pourquoi on ne les paye pas? Parce que peut-être on n'a pas les moyens. C'est pas parce qu'on ne veut pas. Donc, un pays doit s'enrichir. Il faut que le niveau de vie soit élevé pour tout le monde. Donc, si on donne, voilà à peu près, c'est un problème, c'est kafkaïen. Mais un jour, on trouvera des solutions. Et surtout, n'oubliez pas, il y a la démocratie de l'enseignement. En Algérie, je le dis avec fierté, c'est le seul pays au monde, si vous êtes né sur le sommet de la montagne du Djurgera ou des Aurès, ou bien dans le fin fond du désert, dans une tente, si Dieu vous a doté d'un cerveau bien cortiqué, personne ne vous arrêtera. Vous pouvez devenir ingénieur en NASA, médecin, général, tout ce que vous voulez. L'essentiel, que vous avez l'intelligence, ça veut dire que vous avez un cerveau qui est vraiment une bonne connexion. Aujourd'hui, personne ne vous arrêtera. Ce n'est pas comme certains pays où si vous êtes un paysan, non. Vous allez à l'école, si vous avez des 19 et des 20, des 18, c'est bon. Vous avez le chemin qui est tracé. Et c'est valable, comme c'était valable pour nous, et je pense que c'est l'un des acquis de l'indépendance. On s'en fout du reste. Je sais que les gens, moi je vois les bonnes choses. Quand on voit une bouteille, moi je la vois à moitié pleine, l'autre la voit à moitié vide, c'est son problème. Moi, je regarde mon village aujourd'hui, et quand je me rappelle le village de mon enfance, je suis désolé, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est un village qui est équipé en électricité, il était dans le noir. Il y a de l'eau, il y a du gaz de ville, il y a de la fibre optique. Les maisons sont bien, elles sont chauffées, il y a de la propreté, les enfants sont bien habillés. C'est ça les indices de développement. Moi, je ne vous dis pas, il faut regarder. Maintenant, le reste, c'est les hommes qui le font. C'est les hommes. C'est les hommes, c'est comme ça. Dans tous les pays, vous voyez, en France, on a mis un président en prison. Il ne faut pas l'écrire ça. Mais est-ce qu'un jour, en France, on aurait imaginé, on va mettre un président en prison? Nous aussi, aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, ma génération, personne n'aurait imaginé que ce qui s'est passé depuis, par exemple, 6 ans, va se passer. Mais c'est l'histoire des nations. Il faut les respecter. Et qu'est-ce qui fait pour revenir à l'hôpital, qu'est-ce qui fait le secret de la réussite? Voilà. Le secret de la réussite en médecine, hein, surtout dans ce système, il faut être honnête avec soi et avec les autres. C'est très important. Parce que nous, quand un patient vient, c'est un patient généralement qui n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau intellectuel, n'a pas fait de la médecine. Donc quand on vient l'explorer, puisqu'on le fait avec de l'argent, il faut essayer d'arriver vite pour le diagnostic en lui faisant dépenser moins d'argent. Si je peux régler un problème avec une échographie qui coûte 30 000 dinars, je ne ferai pas une IRM qui coûte 20 000 dinars. Vous comprenez? Je viendrai faire des analyses, je vais demander les analyses qu'il faut. Je ne vais pas faire toute la batterie d'analyses. C'est ça la réussite. Il faut être honnête. Un malade qui nécessite une intervention, vous l'opérez. Celui qui ne nécessite pas, ne le touchez pas. Quelqu'un qui est au stade terminal, il faut lui dire que mon traitement ne t'apportera rien du tout. Il ne faut pas lui faire miroiter des guérisons. Vous comprenez? C'est ça le secret. Il faut être honnête. Ce qu'on appelle, il faut être dans l'éthique. C'est très important. Avec soi, avec le patient, avec ses confrères. C'est ce qui fait la réputation. C'est ce qui fait la réputation. Il ne faut jamais... Parce que je reviens à la radiothérapie. Moi, sincèrement, ça me met mal à l'aise de faire payer un traitement à radiothérapie pour un patient. Tout en sachant que ce traitement peut-être ne lui apporte rien du tout. C'est encore dramatique. Parce que si je traite quelqu'un, je le guéris, je m'en fous. Il me donne ce qu'il veut, lui il est content, moi je suis content. Mais quand je prends de l'argent chez quelqu'un qui est condamné, là on est vraiment mal à l'aise. Parce qu'on a l'impression de détourner les morts dans un champ de bataille. Je vous le dis, hein. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour que nos patients, que leur prise en charge soit prise par l'État. Voilà. Et
combien de médecins qui travaillent à l'hôpital? D'abord, on emploie aujourd'hui plus de 530 personnes ici. On est une cinquantaine de médecins entre spécialistes et généralistes. Mais ce n'est pas le médecin qui fait l'hôpital. Le médecin, il est accompagné par une armée de personnes. Les agents de surface, les informaticiens, les électriciens, les plombiers, les physiciens. C'est énorme. Le médecin, on le met à l'aise pour travailler. S'il n'a pas cet environnement, il ne peut pas travailler. Ce n'est pas lui de chercher le malade. Le malade, il donne peut-être des instructions, mais tout se fait. Lui, il se concentre sur son métier. Et c'est ce qui a fait la réussite ici. Le médecin ne cherche pas la femme de ménage, il ne cherche pas, non. Tout se fait. Et le bloc, il est nettoyé. On lui prépare tout. Il arrive au bloc, il a une équipe qui le met à l'aise. Lui, il vient, il opère. Voilà.